Bonjour ou bonsoir, quel que soit le lieu où vous êtes sur le globe euh, et, et quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission, nous vous invitons à suivre cette émission des pierres vivantes qui aujourd'hui, à travers la télévision R7, va accueillir une grande personnalité, une personnalité qui peut servir de modèle à beaucoup de jeunes gens, mais aussi beaucoup de jeunes filles, surtout particulièrement ceux qui sont au Congo, parce qu'on n'a pas toujours devant nous quelqu'un qui serve de modèle. Et c'est pour cela que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui euh, notre invitée, grande invitée, qui s'appelle Madame Geneviève Nsanga. Madame Nsanga, comment allez-vous? Ben, je vais très bien, Maître Nkunku. Je vais très bien. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous Moi allez, également. vous allez servir de modèle pour nous. C'est-à-dire que nous vous poserons des questions, euh, comme on dit, urbi, orbi, nous vous poserons des questions dans un sens comme dans l'autre pour votre vie, votre cheminement, comment vous faites, comment vous y êtes arrivé. Est-ce que vous pouvez servir je dirais, de parraine, de marraine psychologique pour beaucoup de Congolais, de Congolaises, mais pas de là le Congo, pour beaucoup de personnes, particulièrement des jeunes gens, des jeunes filles qui ont envie de réussir dans leur vie. Parlez-nous de vous. Comment vous Alors, appelez exactement? moi, je m'appelle Geneviève Nsonga, donc j'ai 55 ans, mère de 4 enfants et grand-mère d'une petite fille. Et moi, je fais partie des enfants des années 80, c'est-à-dire les enfants qu'on envoyait chez les oncles, les grands frères, les tantes. Et c'est-à-dire, c'est en général, cette époque-là, il n'y avait pas que les enfants congolais qui ont subi. Il y avait aussi, j'ai rencontré aussi dans mon entourage aussi des Camerounaises, des Ivoiriennes. Et on s'est retrouvés vraiment dans des situations mais très, très, très compliquées. Et au niveau, parce que moi, pour vous dire que quand je suis arrivée en France, j'étais venue à l'idée d'aller en faculté de médecine. Parce qu'à l'époque, quand les parents envoyaient leurs enfants, c'était le communisme, les parents envoyaient leurs enfants faire les études en Roumanie, en URSS à l'époque. Bon, moi, ma mère s'est arrangée donc pour que je vienne en France. Et quand je suis arrivée en France, bah, c'était vraiment le chaos. C'était le chaos. Les études, donc, bah, je pouvais plus aller à l'école parce que bon, il fallait que je m'occupe de la maison. J'étais maltraitée, j'étais humiliée. Et donc, du coup, au lieu que je parte à l'école, il fallait que j'aille vendre au marché parce que bon, mon oncle s'était mis à faire un commerce des vestes, de la friperie et puis ainsi de suite des jeans. Et je ne pouvais plus à l'école. Je ne pouvais plus aller à l'école et c'était vraiment un moment très, très, très compliqué pour moi. Et après, bon, je me suis retrouvée à la rue. Quand je me suis retrouvée à la rue, vu que bon, j'avais toujours envie d'aller à l'école, j'ai fait des formations, j'ai passé des titres, mais c'était toujours le chaos. Et bon, j'ai rencontré quelqu'un, on a eu des enfants, toujours dans le chaos, mais c'était franchement à l'époque, si vraiment on pouvait me proposer entre la mort et la souffrance, je crois que j'aurais choisi la mort parce que c'était vraiment ce qu'on appelle l'enfer, mais vraiment je l'ai vécu. J'ai même je ne me suis pas laissé faire parce que quand les parents mettent les enfants au monde, ils appellent leurs enfants mon bébé, ma chérie, ma princesse. Moi, mon père me disait toujours tu es brave, tu es brave. Mais je ne savais pas que ce mot-là allait jouer un grand rôle dans ma vie. Ce qui fait que tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, quand j'essayais de tomber sagir, mon genou n'arrivait pas à toucher le sol. J'arrivais toujours à me relever. Et je me suis battue, que ce soit financièrement, parce qu'il y avait des moments où, par exemple, quand j'étais jeune, que j'habitais à Nanterre, j'étais avec des amis on allait traîner à la défense. Dès qu'il y avait une bagarre, je restais pas sur place. Je fouillais parce que je me suis dit, si ça éclate ici, s'il y a un problème, j'ai personne pour me défendre. Donc vraiment, j'ai vécu des moments comme ça, mais vraiment
Oui, mais attendez. Vous n'étiez pas venu en aventure toute seule. Ah non, mais j'étais pas venue en aventure. Parce que quand j'étais à l'école, mon père m'avait fait passer un concours qu'on appelait Timpa Vita à l'époque. Parce que Oui. je voulais vraiment faire médecine. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivée en France, j'étais venue pour faire médecine. D'ailleurs, c'est avant même que ce projet de venir en France, je m'intéressais énormément à la médecine. Donc, bon, mon père, il avait une idée de me faire passer un concours qu'on appelait avant le concours de Timpa Vita. Et à l'époque, j'étais encore en cinquième, je crois, et j'avais réussi vraiment l'examen. Et du coup, mon père m'a dit, quand tu auras ton bac, bah, tu iras en Roumanie ou en URSS pour faire les études de médecine. Et ma mère donc s'est complotée avec mon oncle pour que je vienne en France. Mon oncle a fait croire à mon père que quand Geneviève viendra en France, elle va faire ses études de médecine, elle aura une petite voiture, ben vraiment toute une histoire, un mensonge quoi. Et voilà, donc quand je suis arrivée, bah voilà, je suis tombée dans le chaos, j'ai pas pu aller en médecine. Et il m'a mis dans une école de couture. Pour moi, c'était vraiment pour que j'échoue. Hein. Et donc, à partir de là, moi, je me suis dit, quand les parents mettent des enfants au monde, ils les appellent ma princesse, ma poupée. Moi, mon père m'a toujours dit que je suis brave. Depuis toute petite, il m'a toujours dit, Geneviève, tu es brave, tu es brave, tu es brave. Mais moi, je ne savais pas que ce mot-là allait vraiment prendre de la place dans ma vie. Et ben là, cette bravoure, je crois que c'est ça qui a fait que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Parce que dans tout ce que j'ai pu traverser comme souffrance, euh, j'ai euh, j'ai toujours eu la tête sur les épaules. Pendant que mes petites copines sortaient avec des garçons, j'avais peur, je me disais, je vais aller avec un garçon, si je tombe enceinte, comment je vais faire, j'ai personne. Quand les autres fumaient, je me disais, si je fume, s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire? Non, mais vraiment, je marchais, et puis, non seulement je marchais droit, je me suis fait mon éducation toute seule, mais j'avais une bonne base donc de la part de mon père. Donc, c'est ce qui a fait que vraiment j'ai réussi à me battre. Parce que quand je regardais dans mon entourage, il y avait beaucoup de filles aussi qui avaient les mêmes difficultés que moi, mais elles étaient perdues. Bah, les autres, après, ils ont eu des enfants très tôt. Les autres sont rentrés, par exemple, sont partis en prison. Il y en a qui ont fumé, qui ont bu. Mais bon, moi, par la grâce de Dieu, j'ai pas fumé, j'ai pas bu, je me suis pas droguée. Et je me suis toujours battue. Mais alors, c'est comme quelque chose que je ne comprends pas. Quand ta maman avait décidé que tu viennes en France, c'est bien sur la foi des bonnes œuvres qu'allait faire ton oncle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'oncle te change d'orientation? Ne te supporte pas? C'est un problème d'argent, un problème de moyens? C'est quoi? C'est pas vraiment le problème d'argent parce que à l'époque, mon père, il travaillait quand même au trésor public. Donc, mon père, il misait vraiment beaucoup pour moi. Il pouvait pas accepter que je vienne en France pour souffrir. Mais bon, il y a des moments où parfois dans un couple, il y a la femme qui prend le dessus et l'homme subit. Je crois que c'est ce qui s'est passé entre mon père et ma mère. Mon père, il a subi. Et moi, je sais que quelques mois avant que je vienne en France, ils m'ont emmené au village. Pendant tout le trajet, il m'a dit, j'ai pas envie que tu partes en France. Je sais où tu devais aller, mais je sais que là où tu vas, c'est pour souffrir. Mais je te fais confiance parce que je sais que tu es une brave fille. Il y avait des problèmes entre eux. Moi, j'étais un enfant. Je savais pas, je sais qu'il y avait vraiment des gros problèmes. Comme on dit, dans des familles où il y a des secrets de famille. Donc, moi, bah, j'ai subi. J'ai subi. Et quand je suis arrivée en France, c'était juste, je t'envoie cet enfant-là, mais il faut que tu lui en fasses baver. C'était ça le but. Le deal, c'est-à-dire le deal entre ta maman et puis ton oncle, c'est ça? Voilà. Pourquoi il fallait qu'on te fasse baver? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passait? Alors, pour que me faire baver, en gros, après, c'est plus tard que j'ai su que bon, mon père avait commis, je crois, l'adultère. Donc, moi, je suis l'enfant issu de l'adultère. Donc, après, il y a eu mon père et ma mère, je sais pas comment ils se sont arrangés. Il y a tout qui a été fait. Je sais pas. En tout cas, ils ont trouvé une solution. Et moi, j'ai grandi
avec papa et maman sans savoir que j'étais un enfant qui avait un problème d'identité. Et ma mère avait tellement cette haine. Et mon oncle savait cette haine. Donc, pour se venger de mon père, bah, il fallait me détruire. Mon petit frère et moi, hein, pas moi toute seule. Parce que quand je suis arrivée en France et quand je me suis retrouvée à la rue, mon oncle s'est arrangé pour faire subir la même chose à mon petit frère qui était à Brazzaville à l'époque. D'accord. Oui, mais c'est quelque chose de grave, ça. Eh ben oui, mais il y a certaines personnes comme ça. On entre dans une souffrance qui est très grande. Vous avez quel âge à l'époque? Bah, quand je suis arrivée en France, c'est dans les années, je suis arrivée début 85, Oui. donc j'avais 15 ans. Et donc, 3 ans après, je me suis retrouvée à la rue. Carrément à la rue, carrément. À la rue, à 1h du matin, on me dit, tu prends tes bagages et puis tu sors de chez moi, je ne suis pas l'abbé Pierre. Je n'étais pas fait venir ici pour aller à l'école. J'étais fait venir ici pour t'occuper de moi et de ma maison. Et pourquoi tu ne vas pas à Strasbourg-Saint-Denis pour aller faire la prostitution comme les autres? Attendez, là, recommencez-moi ça. Qu'est-ce que vous dites là? Votre oncle vous envoyait à Strasbourg? Le mot prostitution, c'est un mot que j'ai tellement entendu. Alors, je ne sais pas si le but, c'était d'aller faire la prostitution à Strasbourg-Saint-Denis, mais j'ai tellement entendu ça. Mais quand on est un enfant, on est innocent. C'est-à-dire qu'il y a des mots où ça ne choque pas. C'est plus tard. Quand on réfléchit, on dit, mais le but de l'histoire, c'était quoi en fait? Oui. Parce que moi, je suis venue pour faire les études. Après, j'entends, bah, moi, je ne suis pas l'abbé Pierre, hein. Je t'ai pas fait venir ici en France pour aller à l'école, pour faire les études. Je voyais ma vie qui tapait des saltos. Je me suis dit, mais je regardais par la fenêtre, je regardais la Tour Eiffel. Je me disais, oh, si le Congo c'était juste à côté, ben, je serais déjà arrivé. Dès ce soir, je serais déjà arrivé. Tous les privilèges que j'avais en tant qu'enfant chéri de son père, je les avais pas. Dans les années 85, 86, il y avait la neige. La neige arrivait presque jusqu'aux genoux. J'avais des baskets en toile. J'avais un blouson que le petit frère de sa femme m'avait donné parce que j'avais pas de blouson et c'est les blousons en cuir des loubards. Donc j'avais ça et quand j'arrivais à l'école, la neige, donc les baskets étaient mouillées. Je restais un tout petit peu plus dehors en attendant que la nuit tombe pour que je puisse rentrer à la maison. Et alors là, les mycoses des orteils, je vous dis pas. Et quand on n'a pas d'argent. Donc, du coup, Geneviève, dites-moi, vous n'avez jamais été inscrite en médecine, en fait? Ben non, mais puisque après la troisième, il est parti. Il m'a dit, tu n'iras pas en médecine parce que tu n'es pas fait venir ici. Pour ça, je ne suis pas l'abbé Pierre. Je me suis dit que je ne peux pas aller en médecine. Dans ce cas, bah, je vais faire peut-être les études de pharmacie. Il est parti lui-même à mon collège. Il a fait mon inscription pour aller faire de la couture. Ouais, la couture, pourquoi la couture? Bah, je sais pas. Peut-être pour lui coudre des vêtements, je sais pas. Et bah, du coup, il a fait mon inscription pour faire la couture. Je me suis retrouvée au lycée Louise Michel à Nanterre, dans une école de couture. Et je sais pas dessiner, je sais pas coudre. Et quand il y avait les mathématiques, le français, alors là, ça, c'était mon point fort. Mais je me suis fait maltraiter par mes professeurs. Donc, bah, j'étais traumatisée. Et j'ai subi du racisme. Bah, je me suis, en gros, j'avais pas de vie. J'avais pas de vie. À la maison, ça n'allait pas. À l'école, ça va pas. Et je tombe malade. J'ai fait une crise de calcul de vésicule biliaire. Et les pompiers m'emmènent à l'hôpital. Bah, mon oncle qui appelle à l'hôpital pour dire non, faut la faire sortir parce que j'ai pas d'argent, j'étais par la fenêtre. Le chirurgien me dit, mademoiselle, si je vous opère pas, si vous sortez de cette clinique, si vous mourrez, moi, je ferme la clinique. Et oui. Donc, du coup, je me fais opérer. Le chirurgien me dit, je peux pas trop vous garder à la clinique. Vous allez sortir avec le redon dans le ventre. Il me dit, vous revenez dans une semaine. Et ben, le jour où je rentre à la maison, il vient me frapper à la porte. Il me dit, tu sors, va chercher l'argent pour payer ton hospitalisation. Je pouvais même pas marcher. Heureusement que à l'époque, j'avais fait un stage qu'on appelait SIVP à l'époque. Donc, j'avais une couverture sociale.
Donc, la sécurité sociale pouvait me prendre en charge. Et il m'a mis la pression. Il m'a dit, il faut sortir pour aller faire tes dossiers. Mais je vais sortir. Comment je le redonne dans mon ventre qui était lié directement au foie? Je lui ai dit, bah, là où je suis là, bah, je suis livrée à moi-même. Donc, bah, si tu veux en finir avec moi, bah, vas-y. Voilà. Donc, je restais dans la chambre. J'attendais qu'il sorte pour pouvoir aller manger quelque chose. Et une semaine après, je suis repartie à l'hôpital, on m'a retiré le redon, j'ai fait les démarches, la sécurité sociale m'a pris en charge à 100%. J'ai pu payer comment on appelle ça, la clinique. Et après, bah, je me suis mise à chercher du travail. Quelques temps après, bah, je me suis retrouvée à la rue. Je suis partie à Creil. Là, je me suis retrouvée esclave chez les amis de mon oncle. Ils se sont vraiment bien servis de moi et je me suis dit, je suis obligée de cibler parce que si je ne le fais pas, je vais encore me retrouver à la rue. Qu'est-ce que vous appelez esclave? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'esclave, c'est celle qui va faire la vaisselle, va encore faire le ménage, c'est pas un problème. Mais là, c'est dans cette famille, il leur restait seulement me mettre les chaînes, quoi. D'accord. Voilà. Et c'était vraiment de l'humiliation et c'était des personnes que vraiment j'avais beaucoup de considération. Donc, du coup, bah, je me dis, bon, il faut que je trouve un moyen pour m'en sortir. Comment je vais faire? Bah, je rencontre un petit ami. Je rencontre un petit ami et il me dit, bah, tu peux venir chez nous. Mes parents, ils ont acheté l'appartement. J'habite avec mes frères et sœurs. Et mes parents habitent à Brazzaville. Je me suis dit, ouf, j'ai trouvé un endroit où je vais poser ma tête. J'arrive là-bas, c'est encore pire. Oh. C'est pire. Mais c'est-à-dire, après un certain moment, j'avais complètement coupé avec mes parents. Je me suis dit, je me mets entre les mains de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui va m'arriver aujourd'hui, je n'avais même plus peur un jour de faire un accident ou je sais pas, où on me poignarde. C'est-à-dire, je marchais parfois de moments où, quand je marchais, par exemple, il y a un magasin en face, il y a une porte en vitre. Je me cognais, je croyais que c'était alors que j'avais une vitre en face de moi. Les gens me demandaient, madame, ça va, ça va. J'ai dit non, je voulais rentrer dans la boutique, mais vous n'avez pas vu que c'est fermé. Et j'ai vécu comme ça pendant des années. Mais j'étais toute seule, il y avait personne avec moi et j'avais tout mis entre les mains de Dieu. Geneviève, justement, quand vous dites que vous avez tout mis entre les mains de Dieu, ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça se traduisait? Bah, à l'époque, déjà, je partais pas à l'église. Oui. Je me disais, j'ai pas de parents, j'ai pas de parents ici, j'ai personne, j'ai pas de cousin, je suis toute seule. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas faire des bêtises. Je me suis dit, si je fais quelque chose qui m'arrive, personne ne saura que je suis morte. Alors, j'essaie de faire des choses bien, malgré que vraiment j'étais en dépression. J'étais devenue hypochondriaque. Et je marchais comme si, en gros, je marchais comme si je n'existais pas. Parfois, à des moments où, dès que je regardais à la télé, on parle du cancer, au même temps, j'avais les mêmes symptômes. On parle d'AVC, tout de suite, j'ai mal à la tête. On parle de tuberculose, j'ai mal au poumon. J'ai vécu comme ça pendant des années. Okay. Et quand vous dites que vous êtes remise à Dieu, est-ce que vous avez prié, vous priez, comment ça se passait? Je ne priais pas. Je ne priais pas, mais j'avais juste dit un mot. Mon Dieu, j'ai personne, je suis toute seule. Là, je suis considérée comme toute seule au monde, mais je me mets entre tes mains. Mais guide-moi. D'accord. Et qu'est-ce que cela a donné? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui est arrivé à votre vie? Est-ce qu'il y a eu un changement? Bon, entre-temps, je sais que je manquais pas d'argent. Je ne manquais pas d'argent. Il n'y a pas un moment où je me suis plaint. Je ne manquais pas d'argent. J'étais pas malade. La maladie que j'avais, c'est les maladies dues au stress, à la dépression. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais toujours une ou deux personnes avec moi qui s'occupaient de moi, Et l'avantage aussi pour moi, c'est à un certain moment, je me suis retrouvée dans un foyer avec les enfants. Je suis tombée sur des bonnes personnes qui travaillaient au service social, qui m'ont pris en charge. Et c'est à partir de là que je commençais à comprendre que
ma vie commence à changer. J'étais tellement amaigrie, je commençais à manger, je commençais à prendre un peu de poids. Et la première fois où j'ai passé vraiment des bonnes fêtes de Noël avec mes enfants, où j'ai vraiment mis le sapin, c'est quand je suis sortie, quand le service social m'a mis un appartement. Avec mes enfants, on était tellement malheureux. C'était vraiment un très bon moment où on a mis le sapin pour la première fois que je mettais un sapin chez moi avec mes enfants. Et là, j'ai commencé à trouver du travail. J'ai trouvé du travail aux impôts. Je suis tombée sur mon chef qui m'aimait tellement et il m'a mis à l'aise. À chaque fois, comme j'étais contractuelle, il renouvelait mon contrat. Et voilà, j'ai commencé à évoluer comme ça. Dans la souffrance, mais quand j'ai commencé à évoluer, et jusqu'à ce que j'ai atterri à Nières. À Nières, donc j'étais toujours dans la souffrance avec mon ex-conjoint. Et un jour, il y a une copine qui me dit, écoute, tu es tellement en souffrance, viens, je t'emmène dans mon église. Et c'est l'église qu'on appelle CFMC, de Mama Olangi. On est parti dans cette église et je vais pas cracher vraiment sur cette église parce que c'est là où vraiment j'ai appris le combat spirituel. J'ai appris à prier. Oui, allez-y. Donc, j'ai appris à prier dans cette église. Je venais chez moi, tout ce qu'on, les enseignements qu'on nous donnait, donc je les mettais vraiment en pratique. Et un jour, l'Esprit de Dieu me dit, sors de là, retourne à l'église catholique. Et chez Maman Olangi, là-bas, c'était beaucoup de mouvements, les chants, la danse et tout, c'était vraiment la fête. J'ai emmené mes enfants, hein. Et je dors encore. Pendant une semaine, c'était comme du harcèlement. Sors de là, c'est pas ta place. Sors de là, c'est pas ta place. Après, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et je rencontre un prédicateur hindou dans une église à la chapelle qui me dit, va te faire baptiser. Tu n'as rien d'autre à faire, va juste te faire baptiser. Est-ce que les enfants sont baptisés? J'ai dit non. Il a dit, va juste te faire baptiser, tu vas voir. J'ai baptisé tous mes enfants. Je me suis baptisé moi-même. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir un tout petit peu, vraiment, comment on appelle ça, un tout petit peu de tunnel. Je commençais à m'approcher vraiment du tunnel. Et, mais toujours dans des difficultés, hein. Je peux pas dire que je dormais pas, je dormais assise parce que je pouvais pas dormir normalement. J'avais une douleur qui remontait vers le cerveau. Mais c'est là où vraiment j'ai commencé à aller à la messe. Je commençais à aller à Lourdes. Mes enfants sont rentrés dans la dépression, mais c'était trop compliqué. Et vous avez quel âge à ce moment-là? Bah, c'est, oh là là, mais je compte même pas l'âge. C'est-à-dire, à cette époque-là, s'il y avait une montée d'adrénaline, c'est-à-dire, on sait même pas quel âge on a, quoi. On vit, en gros, on suit un parcours. On cherche même pas à savoir s'il est quelle heure, s'il y a combien de minutes. C'est-à-dire, c'est un parcours qu'on suit. Il y a des moments où je peux même pas vous dire que bon, voilà, à tel âge, j'ai vécu ça, à tel âge. J'ai vécu une vie chaotique pendant, ça fait 40 ans que je suis en France. J'ai vécu presque, on va dire, bah, les 37 ans de souffrance. Voilà. Et alors, pendant ce périple-là, votre oncle, qu'est-ce qu'il faisait? Il a disparu de l'écran? On se parle pas, il habite à 15 minutes de chez moi. 15 minutes et vous ne parlez pas? Non, ça fait presque 37 ans qu'on ne se parle pas. D'accord. Et les parents alors? Mon père, c'est-à-dire la preuve, quand j'étais encore à Nanterre, je me suis dit, bon, j'ai plus de vie, qu'est-ce que je vais devenir? Soit je m'envoie en l'air, soit je trouve une solution. Alors, il avait tout coupé, hein. J'avais pas de lien avec mes parents, je pouvais contacter personne. Donc, du coup, un jour, je suis rentrée dans sa chambre, j'ai fouillé dans ses affaires, j'ai trouvé le numéro de téléphone de mon père. À l'époque, il travaillait au Trésor public. Je l'appelle, j'avais pas dit, papa, comment tu vas, quoi que ce soit. J'ai juste dit, papa, je souffre. Mon père n'a rien dit pendant je sais pas combien de minutes. Il m'a dit, raccroche. euh, je crois que j'ai vécu vraiment beaucoup de souffrance, mais au bout de ce temps-là, où mon père n'a rien dit, il m'a dit, raccroche. Je crois que c'est le pire moment de ma vie. C'est-à-dire,
j'avais l'impression que mon père avait pris beaucoup plus de souffrance par rapport à moi. J'avais l'impression que ce que je vivais, c'était petit, mais ce que je venais de lui dire, je crois que c'était pire. Il m'a juste dit, raccroche. Et j'ai raccroché, j'ai pleuré. Et mon père, il est resté malheureux jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand il a dit raccroche, est-ce qu'il t'a rappelé? Est-ce que... Non, on ne s'est plus rappelé. On ne s'est plus rappelé. Donc, quand j'ai commencé à souffrir, je me suis retrouvée à la rue. J'avais plus de téléphone. Eux aussi ne pouvaient pas me joindre parce qu'ils ne savaient pas où est-ce que j'étais. Jusqu'à ce que j'ai eu ma première fille, mes parents ne savaient pas où est-ce que j'étais. D'accord. Et avec votre conjoint, ça allait un peu bien? C'était un peu un début d'une Mais non, nouvelle vie? c'est-à-dire, je partais de, c'est-à-dire, c'est comme si je venais de sortir de la bouche d'un crocodile. Après, je rentre je sors, je rentre non, je sors dans la gueule d'un crocodile. Après, je sors, je rentre dans la bouche d'un boa. Je sors, je rentre encore dans la gueule d'un loup. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai vécu. Oh mon Dieu. Mais quand on vous voit, on n'imagine pas tout cela. On ne voit pas que vous avez traversé tout cela. Mais c'est pour ça que c'est pas bien de faire du mal aux gens, parce qu'il y a certaines personnes qu'on rencontre dans la rue, on voit la personne, elle est bien et tout ça, mais on ne sait pas vraiment ce que la personne a vécu. D'accord. Et donc, vous revenez, vous étiez chez Maman Olangue, vous revenez, parce que vous êtes catholique, c'est ça? Vous êtes né Oui, catholique? je suis repartie à l'église catholique. Oui. Et là-bas, comment ça se passe? Vous avez cérémonie, des messes, ainsi de suite. Est-ce que vous aviez un autre... Il y a une communauté des catholiques quand même. Est-ce que vous arrivez à vous y intégrer? Bah, je partais pas vraiment pour me faire intégrer dans un groupe, quoi que ce soit. Je partais pour aller à l'église et prier. D'accord. Et après, il y a une copine. Après, un jour, j'étais vraiment en dépression. Euh, je, je commençais à avoir vraiment envie d'aller à Lourdes. Mais je savais pas comment faire pour aller à Lourdes. Et il y a une copine qui me dit, Geneviève, non, je lui ai dit, j'aimerais bien aller à Lourdes, au fait, mais je sais pas comment faire. Après, elle me fait, bah, si tu veux, bah, je viens avec toi. Moi, je sais comment faire. Et donc, elle nous a inscrits dans une association. Et, mais c'était bien, hein, j'ai pris tous les enfants et tout ça. On a pris le car, on est arrivé à Lourdes. Cette femme s'est retournée contre moi. Mais elle m'a fait une guerre sans, sans problème, quoi. Elle m'a malmenée. Mais Pendant que vous étiez en voyage, c'est ça? pendant qu'on était en train de voyager, elle s'est retournée contre moi. Mais quand je vous dis sans problème, c'est-à-dire on ne s'est pas disputé, j'ai pas dit un mot mal placé, rien. Elle s'est retournée contre moi. Et après, elle me dit, quand on va aller là-bas, surtout, faut pas aller à la piscine. J'ai dit, mais moi, si je vais à Lourdes, c'est pour aller prier, pour aller à la piscine, pour faire mon pèlerinage, quoi. Oui. Et quand on est arrivé à Lourdes, on arrive à l'hôtel. Donc, mes enfants, ils avaient, moi, j'étais partie avec mon bébé à l'époque, ma petite fille qui est la petite dernière, qui a 17 ans maintenant. Et donc, la chambre de mes aînés était en face. On était arrivé, il était presque 4 heures, 3 heures, 4 heures du matin. J'ai dit à mes enfants, vous êtes trop fatigués, on a fait une longue route, allez-y, vous coucher. Et j'entends une voix qui me dit dans mon oreille, très tôt le matin, tu emmènes les enfants à la piscine. J'ai dit, c'est pas possible. Mais je suis toute seule dans la chambre. La voix d'une femme qui me dit, très tôt le matin, tu emmènes les enfants à la piscine. Et je regarde l'heure, il est 4h30, j'ai dit aux enfants, c'est pas la peine d'aller vous coucher, allez-y prendre une douche, on va aller à la piscine. On est arrivé à la piscine, comme j'avais un bébé, on nous a fait passer en priorité. J'ai dit aux enfants, il y a une messe très importante, là, tout à l'heure, à la chapelle Sixtine, je crois, un truc comme ça. Et je leur ai dit, vous allez, comme vous êtes fatigués, allez-y vous coucher, moi, je vais aller à la messe toute seule. Je suis partie à la messe, cette femme-là, quand elle est revenue, elle m'a fait la guerre. Mais pourquoi je faisais la guerre? Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a jamais expliqué pourquoi, qu'est-ce que je l'avais fait. Pourtant, elle avait fait une action de grâce. Oui. Je n'ai pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, mais on est encore amis, hein. Ah, vous êtes quand même vous avez gardé des liens. Je ne suis pas quelqu'un de méchant.
Et après, chaque personne a ses problèmes. J'ai pas voulu rentrer dans ses problèmes, mais quand on fait quelque chose comme ça, on fait du bien à quelqu'un, on a une récompense derrière par Dieu, hein, pas par moi. Oui, Mais quand tu fais, quand vous faites quelque chose de bien, après vous retournez encore contre ce que vous avez fait, c'est inadmissible. oui. C'est comme annuler son action de grâce, quoi. Bah, je le souhaite pas, hein, parce que ce qu'elle a fait quand même, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai refait plusieurs pèlerinages. Les enfants étaient traumatisés, ça marchait pas à l'école. Les enfants commençaient à bien travailler à l'école. Moi, j'ai des enfants quand même qui ont fait des études. J'en ai une là qui vient de finir, qui a eu quand même son master 2 et puis qui a validé 2 années de plus en marketing international. Et ce sont des enfants que j'ai élevés toute seule. Hein. Et vous en avez combien, s'il vous plaît? 4. Combien? 4. 3 filles et un garçon, c'est Et ça? un garçon, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait, le garçon? Le garçon, il travaille chez Free. Et D'accord. ma fille aînée, elle est inspectrice sanitaire à la mairie de Saint-Denis. D'accord. Donc, ma troisième, elle a fini ses études. Elle a un master 2 et 2 années supplémentaires en marketing international. Et la petite dernière, elle vient de cartonner avec son bac de français. Cartonné, c'est-à-dire. Elle a bien travaillé. D'accord. Donc, et du coup, là où vous avez eu des souffrances, Dieu vous a béni. Ah oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a beaucoup béni, il m'a vraiment récompensé parce que souvent en France, on a tendance à dire oui, les enfants issus de parents monoparentaux, c'est un échec. Ah bah non, non. D'accord. Et alors, vous-même, quel itinéraire vous avez pris finalement? Parce qu'on s'était arrêté à Chipavita, vous venez en France pour études de médecine, que vous ne faites pas, on vous inscrit à la couture, euh, voilà. Et finalement, comment vous avez évolué comme Alors, ça? c'est-à-dire après, j'ai travaillé d'abord à la mission locale. D'accord, Je travaille à la mission. J'ai d'abord fait une formation. J'avais d'abord fait une formation. J'avais passé un examen pour être infirmière oui, parce que j'étais soutenue par le CCAS de Beauvais. J'ai passé un concours pour un examen pour aller dans une école d'infirmière. J'avais 18/20. tu as eu combien? J'avais 18/20. Ah bon? Hein? Ah ben dis donc, Mais j'avais un bébé et l'assistante sociale m'a dit, écoutez, on prend l'enfant, on le met à la crèche, on vous met dans un foyer, vous allez repartir à l'école. J'avais pas la tête de repartir à l'école. J'étais trop en souffrance. Je pouvais pas, euh, j'avais pas les moyens de réviser. Je me suis dit, même s'ils me prennent en charge, ils me mettent mon enfant à la crèche, je vais travailler. Moi, j'ai besoin d'argent pour m'occuper de mon enfant. Ah bah, du coup, j'ai laissé tomber. J'étais partie travailler à la mission locale. À la mission locale, mon contrat, c'était des contrats jeunes à l'époque. Mon contrat est fini. Après, je suis partie, j'ai trouvé un appartement avec toujours le service social. J'ai commencé à travailler en tant que contractuel aux impôts. Je suis restée pendant un petit moment. Et après, quand ils n'ont plus renouvelé mon contrat, j'ai trouvé un autre travail. Et après, j'ai repris avec le papa de mes enfants. On est venu à Asnières. À Asnières, j'ai fait des formations, j'ai eu des titres. Et la chance que j'ai eue dans mon parcours, j'ai eu quand même des postes vraiment que j'avais envie d'avoir. Voilà, parce que j'ai un CV quand même qui est bien. J'ai été assistante comptable analytique, j'ai été assistante de gestion, assistante d'achat, assistante commerciale, assistante pédagogique. Voilà, ça c'est mon parcours professionnel parce que je me laisse pas faire, je suis brave, hein, comme disait mon père. vous êtes brave. Bah oui. Alors, finalement, donc, où est-ce que vous avez travaillé? Vous avez travaillé professionnellement? Et quel poste vous avez occupé? Oula, professionnellement, alors je vais pas citer parce que j'avais fait un choix en gros, c'était de travailler en intérim. Parce que pour D'accord, moi,
Ah oui, vu que j'avais des enfants, il fallait que je m'organise. Je ne pouvais pas prendre un CDI où il faut attendre je ne sais pas combien de temps pour prendre les vacances. Donc, j'ai fait le choix de travailler en intérim pour pouvoir gérer. J'ai travaillé dans de grosses boîtes, hein. J'ai travaillé à la BNP, j'ai travaillé à la Société Générale, euh, j'ai travaillé dans les assurances et j'ai travaillé même dans une compagnie pétrolière hein, qui s'appelle la Sogep à Gennevilliers, où j'étais Oui, l'assistante donc du PDG, du oui. directeur de la Sogep plutôt. Et voilà. Donc, j'ai eu quand même un très bon parcours professionnel. Madame Tsonga, il y a une chose qu'on n'a pas dit. Vous êtes de quelle nationalité? Bah, je suis franco-congolaise. Vous êtes franco-congolaise. Donc, vous êtes originaire du Congo, c'est cela? Bah, je suis née au Congo, hein, je suis née à Brazzaville. Donc, c'est Ah arrivé oui, en France très jeune, oui. d'accord, d'accord, d'accord. Alors, disons, si une Congolaise vous pose la question, comment, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller alors qu'elle traverse des difficultés, alors qu'elle a des ennuis, alors que le seul commerce qui lui est donné, c'est le commerce du corps, comme on dit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Moi, ce que je dirais à une Congolaise qui traverse des moments comme j'ai dû passer dans ma vie, c'est déjà de ne pas s'éparpiller. C'est de ne pas s'éparpiller parce que, et puis bon, je fais aussi partie, je m'occupe aussi des associations. On voit parfois, surtout, moi je vais parler des filles africaines, hein, je vais pas parler des filles occidentales. Souvent, on a tendance, quand on a des souffrances comme ça, bon, moi je suis toute seule avec mes enfants. J'ai travaillé pour payer mes factures. Je sais coiffer aussi, hein. Mes enfants, par exemple, ma fille qui a fini ses études, elle avait des difficultés en mathématiques. Avec mon salaire, donc une fois que j'ai payé mon loyer, j'ai payé l'électricité. Après, maintenant, il faut que je gère pour manger. Mais je prends un professeur, je me dis, je vais coiffer parce qu'il y a le professeur de ma fille qui va arriver. Va, donc, ce qui se passe chez les jeunes filles congolaises, pas toutes les jeunes filles, hein, mais quelques filles congolaises, c'est dès qu'ils sont en difficulté comme ça, bah tiens, j'arrive pas à payer mon loyer, bah je vais trouver un mec qui va me payer le loyer. C'est ça. Et le mec, il va venir, il va payer le loyer aujourd'hui, il va payer le loyer demain et après-demain, une fois qu'il sera parti. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il faut avoir un objectif dans sa vie. Il faut suivre un seul chemin, se dire, bon, voilà, moi j'ai un problème. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime beaucoup gérer les priorités. Qu'est-ce que déjà je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir? Parce que moi, j'ai toujours dit, même quand je discute avec les jeunes filles que moi je rencontre, je leur dis toujours, ta vie t'appartient, c'est-à-dire ta vie, c'est toi qui décides ce que tu veux devenir. Si tu veux t'éparpiller, c'est toi. Si tu veux être droit et avoir une vie saine, ça ne regarde que toi. Donc, il y a une chose aussi que moi, je reproche beaucoup aux filles, par exemple, aux filles africaines ou aux congolaises en général que j'ai eu beaucoup à côtoyer, c'est elles ont tendance à trop baisser les bras. C'est-à-dire quand il y a un défi qui arrive en face, elle va pas se dire, bon, je vais l'affronter, bah, elle va se laisser aller. Et ça c'est ça et ça, les hommes africains. Moi, je vais pas parler des occidentaux. Hein, moi, je vais parler des Africains. Les hommes africains aiment bien tomber sur des filles faibles. Quand il y a une fille qui est en difficulté, qui n'arrive pas à payer son loyer, bah le gars qui a une femme chez lui va profiter de cette fille qui est vraiment en difficulté. Au lieu de dire, bon, écoute, tu es ma petite sœur ou tu es ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, il va toujours vouloir avoir des rapports sexuels avec cette fille. C'est-à-dire que si tu veux que je t'aide, il faut que tu me donnes. Et ça, moi, je ne supporte pas. Et ça, on voit ça même à Brazzaville. Hein. On voit ça même à Brazzaville. Les filles qui sont en difficulté, bah, il y a une maman qui va dire, bah, t'as qu'à faire comme les autres. Hein. T'as vu la fille de l'autre sort avec un ministre ou un truc comme ça. Et chaque fin du mois, il y a un sac de riz. Bah non. Mais même si nous sommes en difficulté, on peut se lever et on peut prendre le devant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, nous, Dieu nous a donné une force, et comme par exemple, il y a un passage biblique qui dit, Dieu nous a donné la force de marcher sur les lions et sur les serpents.
C'est-à-dire, le lion et les serpents, ça ne veut pas dire le lion qu'on fait de la savane ou le serpent. Le lion et les serpents, ce sont les difficultés qu'on rencontre dans notre vie. Ces difficultés-là, déjà, ces difficultés, il faut les affronter parce que si on ne les affronte pas, on ne pourra pas savoir si on est fort ou pas. Moi, l'avantage que j'ai eu, mon père m'a dit, je suis brave. Donc, comme je suis brave, si la difficulté arrive comment on l'appelle, en face, bah, c'est comme un jour, mon fils me disait, il parlait de son oncle, il disait que lui, même si on lui dit il y a un catcheur qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il est tellement costaud, hein. Il disait, tonton, même si on lui dit que le catcheur ne va pas le tuer, mais il va quand même essayer pour essayer de se battre. Donc, de la vie, c'est ça. Quand il y a un défi qui arrive en face, il faut l'affronter. Après, ça passe ou ça casse. Mais l'histoire de se laisser aller parce que j'arrive pas à payer mon loyer, il y a un grand là-bas qui va m'aider parce qu'il me drague. Ça, c'est se salir. Et une fois que tous les hommes commencent à passer sur ce corps, eh ben, on a l'impression que la malédiction va se dessiner sur le visage. D'accord. Mais c'est très fort ce que vous dites là. Est-ce que c'est une pensée qui est partagée par beaucoup de vos sœurs, enfin, de vos sœurs en France ou au Congo? Oui, mais au Congo, le problème, ce qui se passe au Congo, c'est que moi, les filles qui sont au Congo, je les blâme pas trop. Je les blâme pas trop parce que ce sont des filles qu'on profite. C'est le système, en gros, qui profite de ces filles. Quand on a rien, moi, j'ai des amis qui sont revenus de Brazzaville il y a pas très longtemps, hein. Il y en a un qui me disait, mais Geneviève, tu sais, quand tu vas au Congo, tu vois, la fille, elle est tellement belle. Si on la met dans une douche, on la lave très bien, on l'habille, mais c'est une bombe. Mais le problème, c'est que la beauté est effacée par la souffrance parce que ils vivent des moments difficiles au Congo. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont rien à manger. Oui. Ben, qu'est-ce que ces enfants-là vont faire? Et puis, parfois, c'est même pas ces filles-là qui vont chercher, c'est les parents qui poussent. Parce qu'au Congo, une famille qui a, par exemple, quatre filles, les parents sont contents parce qu'ils savent que les filles vont ramener de l'argent. Moi, à l'époque, quand j'étais petite, bah, il y a rien qui pouvait rentrer à la maison. Si c'est pas mon père qui a acheté, on pouvait pas ramener quelque chose dans la maison. Si on ramène quelque chose dans la maison, c'est que c'est papa qui a sorti de l'argent. Aujourd'hui, c'est les enfants qui vont sortir. Chaque fin du mois, ils vont ramener un sac de riz. Et maman est contente, il va même pas demander si ça sort d'où, puisque je t'ai pas donné de l'argent. D'accord. Donc, alors, du coup, vous considérez, parce que le problème aussi du Congo, c'est que les jeunes filles ne vont pas longtemps à l'école, Ah ben non. où les écoles ne sont pas ouvertes. Je vois par exemple même des personnes qui ont déjà un bac, pour entrer à la faculté, on les met, il y a Mariengwabi, où il y a tous les ans des grèves, on ne sait même pas quelles sont ces revendications qui ne sont jamais suivies. Et donc, dans des cas pareils, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? L'école est fermée. Au Congo, Brazzaville, c'est très compliqué. Il y a des personnes très, très, très intelligentes au Congo. Moi, j'ai un grand frère qui était un très grand médecin, hein, le docteur Malunga. Un jour, il m'a dit, bah, tu sais, Geneviève, moi, j'étais rentrée au Congo, mais j'ai même enseigné à la faculté de médecine. On venait me donner des listes, hein, ça, c'est ma nièce, hein, il faut faire le nécessaire. Celle-là, c'est ma copine, hein, il faut faire le nécessaire. Celle-là, c'est ma maîtresse, hein, il faut faire le nécessaire. Mais entre-temps, ceux qui ont bien travaillé n'ont plus de place. Oui. Ceux qui ont bien travaillé n'ont plus de place. Parce qu'il faut d'abord faire le nécessaire. Voilà, il faut favoriser les autres. Et alors, maintenant, celui qui a bien travaillé, à qui on n'a pas donné l'examen, va se retrouver à la maison. Même si on lui donne l'examen, il va travailler où? Parce que maintenant, au Congo, pour travailler, il faut avoir un parrain. C'est quoi un parrain? Bah, un parrain, c'est les gens, par exemple, qui sont dans les loges. Pardon, ça signifie quoi clairement? Bah, dans les loges, bon, les loges, tout le monde sait ce que c'est les loges. Il y a de la franc-maçonnerie, il y a ce genre de choses. Donc maintenant, moi, je vais aller à Brazzaville, je vais aller chercher du travail. Il faut que je sois conduit par quelqu'un qui va me parrainer. Sinon, j'ai rien. D'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui est franc-maçon, c'est ça? Ah ben voilà, qui est dans le système.
Et il y a... Après, moi, j'ai pas vécu ça. Hein. Moi, j'ai pas vécu ça, mais c'est le retour que j'ai. Ouais. Mais alors, justement, et pour les enfants qui sont ici en France, est-ce que c'est Pour plus les, facile? pour les enfants qui sont en France, c'est un problème d'éducation. D'accord. Ouais, pour les enfants qui sont ici en France, c'est vraiment un problème d'éducation. Les parents, je crois que, bon, après, il y a plusieurs, comment est-ce que je peux dire? Alors, on va dire, par exemple, il y a les Ouest africains et il y a des gens de l'Afrique centrale. Les Ouest africains, ce sont des gens qui font beaucoup d'enfants. Et quand on a, par exemple, 10 gosses de la maison, on ne peut pas les gérer, c'est fini. Ouais. Ouais, c'est trop compliqué. Quand on a 10 enfants, 10 enfants, et on habite dans un F4, c'est trop compliqué. D'accord. Parce que quand il n'y a pas de... tous les 10 enfants, là, moi, j'ai des voisins, hein, il y a 10 enfants dans la maison, les enfants vont jouer, ils vont faire du bruit, les parents vont dire, sortez, allez-y jouer dehors. Et les enfants passent tout leur temps dans la rue. Et par exemple, en Afrique centrale, c'est un peu différent. C'est parfois des moments où... parce que en gros, ici, il y a deux éducations. Il y a l'éducation de la maison et l'éducation de l'extérieur. Moi, par exemple, je vais dire à mon enfant, ça ne me plaît pas. Je vais lui foutre une claque. Et bon, je dis, excusez-moi un peu de l'expression, je vais gifler par exemple mon enfant. Et quand cet enfant-là va arriver à l'école, avec l'éducation donc de l'école, on va lui dire, non, mais tu as des droits, ta mère n'a pas le droit de te frapper. Et après, je me retrouve avec des assistantes sociales. Après, c'est toute une histoire comme on connaît ici. Voilà. Donc, parfois, les parents ont tellement peur, ils se disent, bon, je vais corriger mon enfant, je vais me retrouver en prison. Et quand le papa ou la maman parle une fois, une deuxième fois, une troisième fois, bah, ça ne marche pas, bah, baisse les bras. D'accord. Alors, Donc, maintenant, votre cheminement, euh, vous avez fait beaucoup de formations, c'est des formations individuelles. Est-ce que vous avez été dans une école post-bac? Est-ce que vous avez, on appelle ça, euh, vous avez réussi les examens supérieurs? Comment ça s'est passé par la suite? alors, je n'ai pas fait vraiment des études supérieures parce que je sais que j'étais, après le bac, j'étais dans un grand centre de formation à Levallois. Oui. Et, où j'ai fait une formation de bon, assistante commerciale accueil mention anglais. Et donc après ça, j'ai commencé à travailler et c'est-à-dire je me cherchais. Vu que moi, quand je suis venue en France, mon idée c'était pour moi de faire médecine. C'est-à-dire quand on a une idée, on se dit bon moi j'ai envie de faire par exemple, je vais travailler dans tel domaine et que par exemple on échoue dans ce domaine, on est perdu, on s'éparpille. Et moi je me suis éparpillée, mais complètement éparpillée. J'ai fait du commercial. Je suis une très bonne commerciale. Hein. Je peux même vendre un esquimau à, comment on appelle ça, un congélateur à un esquimau. Parce que quand j'arrive devant un client, je me laisse pas faire. Alors, je me suis dit, le commercial, c'est bon, oh là là, je m'ennuie. Je suis partie faire de la comptabilité analytique. Oui. J'ai fait de la comptabilité analytique, où j'étais très bien. Et, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont guidé, mes connaissances, donc qui m'ont fait rentrer dans leur société où j'ai travaillé vraiment en tant que comptable. J'ai fait de la comptabilité fourniture, comptabilité générale, comptabilité client. J'ai eu quand même pas mal de copines qui m'ont fait rentrer dans leur société où vraiment j'étais très contente, j'étais fière de ce que je faisais et c'était pas assez. Je me suis dit, j'ai pas ma place ici. Après, j'ai travaillé dans une compagnie pétrolière. Et là, pour moi, j'étais contente parce que c'est un poste que vraiment, j'avais fabriqué de mes propres mains. On me donne, on me dit, bon, écoute, le PDG est là, il a besoin d'une assistante. Fabrique-toi un poste, mais il faut que tu assistes vraiment le PDG. Et ben, j'ai fabriqué ce poste, industrie Le pétrole? non, c'est la raffinerie du Midi. Oui. J'ai été formée par la raffinerie du Midi, dans les finances et tout ça, mais c'était très bien. Et bah, du jour au lendemain, mon responsable me dit, bon, je sais que je vais taper tes preuves. Si tu veux que je te signe le CDI, bah, il faut que tu passes sur le canapé. Où Bah, ça, ici en France? eh oui. J'ai dit, moi, jamais je passerai sur le canapé. Le canapé, là, est trop petit pour moi. Et il a rigolé, il m'a dit, c'est ça ou c'est rien du tout.
on vous propose une promotion canapé en France. C'est bien cela? Alors, j'ai refusé. J'ai refusé le canapé. Je me suis dit, si je finirais par trouver autre chose, je ne vais pas me salir juste à cause d'un travail. Donc, bah, du coup, il m'a mis en fin de mission. Et bah, je suis partie. Et voilà. Et comme j'étais beaucoup intéressée aussi, mais je continuais à travailler toujours en intérim, hein, j'avais des bons postes. Et donc, du jour au lendemain, je croise un ami qui me dit, je vois que tu es vraiment beaucoup dans les histoires des associations et tout ça. Moi, je participe beaucoup à des conférences. Est-ce que ça te ferait plaisir, par exemple, de participer à une conférence? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, bah, j'ai commencé à participer à des conférences avec son groupe. Et donc, on a été jusqu'au Palais Bourbon. On a fait pas mal de conférences au Sénat. Et un jour comme ça, bah, il me dit, est-ce que tu peux faire partie de notre parti? J'ai dit oui. Et bah, c'est toujours la même chose, toujours en train de demander des choses pas bien. Et j'ai eu, bon, pas du harcèlement, mais des choses honteuses. Et du coup, bah, j'ai fini par quitter le groupe. C'est parce que parfois, il y a des moments où Dieu nous met dans des épreuves où, moi, j'ai une copine ivoirienne qui me dit, Dieu ne peut pas te donner une pierre dont tu ne peux pas porter. C'est-à-dire, il y a des endroits où Dieu nous emmène, mais peut-être il nous teste. Bon, j'aime pas trop dire ce mot-là parce qu'il y en a beaucoup qui disent, Dieu te teste peut-être. Mais je crois que, euh, je sais pas, c'est comme dans la Bible quand Moïse sort les enfants d'Israël pour les emmener peut-être sur la terre promise. Hein. Je sais pas si c'est comme ça, on dit ça, c'est pas trop. Je suis pas spécialiste de la Bible. Hein. Parfois, il y a des moments où, quand on arrive, bon, on se dit, parce que nos pensées à nous, ce ne sont pas aussi les pensées de Dieu. Moi, pour moi, j'adore la médecine, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'adore la médecine, mais peut-être c'est pas ce que Dieu voulait que je fasse. D'accord. En tout cas. Il y a un conseil seulement que je veux donner aux jeunes filles de ne pas perdre espoir. Même quand c'est dur, faut pas s'éparpiller, faut pas se donner parce que quand les hommes commencent à trop jouer avec le corps d'une femme, il y a beaucoup de malédictions en gros qui rentrent dans le corps d'une femme parce que la femme, c'est le temple de Dieu. Donc, il faut toujours rester, même si de temps en temps, il y a des écarts, mais faut rester droit. Si, je sais pas si c'est le bon mot, faut rester droit. Et puis, il faut pas avoir peur des défis. D'accord. Est-ce que vous priez toujours? Bah, moi, je prie, hein. Moi, j'ai jamais lâché Dieu, même pas une fois. Et comme lui, il m'a jamais lâché. Comment? Dieu ne m'a jamais lâché. Ah, d'accord. Donc, comme Dieu ne vous a jamais lâché, vous l'avez jamais lâché? Non. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je pense que l'avantage que nous, bon, après, il y a des Noirs qui se suicident, hein, mais je pense qu'à l'époque, si j'étais, par exemple, une blanche, bah, j'étais au 7e étage, hein, c'est sûr. D'accord. Et Dieu vous a accompagné. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Nous souhaitons, comme on dit, bonne route. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aussi. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de pouvoir avoir un témoignage réel, un témoignage vivant et même poignant à certains points de vue. Et ce sont ces pierres vivantes-là que nous allons chercher. Parce que quand on voit Madame, on n'imaginerait pas qu'elle soit passée par des moments aussi durs, aussi difficiles. Donc, ces pierres vivantes transmettent l'espérance à d'autres pierres vivantes, mais qui s'ignorent, qui sont parfois dans des situations tellement terribles qu'elles ont le sentiment que la vie est finie et que Dieu les a oubliées. Non, Dieu n'oublie pas. C'est ce que nous dit Madame. Elle nous dit aussi, Dieu ne m'a jamais oublié. Pourquoi voulez-vous que je puisse l'oublier? En tout cas, que ce message puisse se transmettre de l'espérance chez ceux qui traversent des moments difficiles, hommes ou femmes, blancs ou noirs, mais particulièrement aux jeunes femmes qui ont parfois une vie difficile
et une vie très, très difficile à assumer par la suite. Je vous remercie infiniment. Merci pour tout ce que vous êtes, ce que vous avez traversé. Je sais qu'il y a d'autres choses encore plus grandes, à lesquelles vous êtes passé. Donc, on comprend que c'est pour nous un honneur de vous avoir accueilli. Merci beaucoup.